Bonjour, on commence la troisième séquence de notre cours qui s'appelle Naïveté royale et Révolution. Le thème d'ensemble de cette séquence est Changer tout. On va en discuter plus tard, mais c'est une question à garder en tête pendant toute la séquence. Est-ce qu'on va tout changer avec une révolution? Notre première séance concerne le lieu, et notre lieu, c'est le Palais Royal. Surprise, ce n'est pas le palais de Versailles. On va étudier le palais royal et vous allez voir pourquoi. Le palais royal, en fait, c'est un aimant et un foyer en même temps. Un foyer, c'est une résidence. Vous voyez ici une photo du palais royal aujourd'hui. Alors, où se trouve le palais royal à Paris? En fait, le Palais Royal se trouve juste à côté du Louvre. C'est juste en face de la rue Rivoli, juste en face du Louvre. Et les deux ne sont pas trop loin de la Bastille, qui est aussi important dans la Révolution. Ces trois lieux sont très intéressants parce que parmi ces trois bâtiments, le Palais Royal, euh, la Bastille, le Louvre et le Palais Royal est le seul à traverser la période révolutionnaire sans trop de dégâts. La Bastille a été détruite. Le Louvre a été endommagé. Mais le Palais Royal est resté intact. Pourquoi? On va essayer de répondre à cette question dans cette présentation. Notre plan, on va commencer par une historique du Palais Royal. Ensuite, on va passer à une discussion du Palais Royal en tant qu'anti-palais. C'est un lieu de sociabilité des Lumières, des philosophes de l'époque. Dans la troisième partie, on va parler du Palais Royal en tant qu'épicentre de la Révolution. Et on va finir par un épilogue, le Palais Royal aujourd'hui. On va traiter de ces quatre parties en 4 vidéos. Alors, on commence par une petite historique. Qui a fait construire le Palais Royal, à votre avis? Est-ce que vous pouvez deviner? Je vais vous donner quelques indices. D'abord, la construction a commencé en 1622. Alors, nous avons déjà étudié cette période. Qui était au pouvoir en 1622? Quelle était la situation en France en 1622? Deuxième indice, Jacques Le Mercier, appelé l'architecte du roi, l'a conçu. C'est-à-dire que l'architecte du roi a conçu le Palais Royal. Vous avez une idée? Troisième indice, le nom d'origine de l'édifice était le Palais Cardinal. Ce n'était pas à l'origine le Palais Royal, c'était le Palais Cardinal. Qui était le cardinal en 1622? Vous le connaissez déjà? Voilà, c'était Richelieu, exactement. Alors, le cardinal de Richelieu, qui a fait construire le palais royal, enfin le palais cardinal à l'époque, et qui y a habité juste en face du Louvre, il meurt en 1642 et il laisse le palais à Louis XIII. Mais un an après, Louis XIII meurt aussi. Et après sa mort, la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, et leur fils, le petit Louis XIV, et le nouveau cardinal, le cardinal Mazarin, qui était le successeur de Richelieu, ils quittent le Louvre pour habiter ce palais. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle maintenant le palais royal, parce que c'était la famille royale qui occupait le palais. Quelques années plus tard, lors de la Fronde, qui était une sorte de mini-révolution, une foule de Parisiens envahit le palais pour s'assurer que la famille royale ne s'est pas évadée. Et ça,
a laissé un très mauvais souvenir dans la mémoire du roi, de Louis XIV. Il était encore jeune et c'était terrifiant. Et donc, il est resté un peu, il avait un peu de paranoïa à cause de ça. Après, en 1671, Louis XIV s'installe de nouveau au Louvre. Et donc son frère, Philippe, appelé Monsieur frère du roi ou tout simplement Monsieur, reçoit le palais royal. En 1692, Philippe II d'Orléans, qui était le fils de Monsieur, occupe le palais où il mène une vie extravagante. Ce n'est pas le dernier à mener une vie extravagante dans ce palais. On saute là, mais en 1773, il y a eu un incendie qui a détruit le palais. Le propriétaire à l'époque était Louis-Philippe Joseph d'Orléans. Il fait reconstruire le palais en y ajoutant des boutiques et cafés autour d'un jardin ainsi qu'un théâtre pour payer ses dettes. Donc, il a loué des espaces au palais pour gagner de l'argent pour pouvoir rénover le palais. Le palais a été surnommé le palais marchand parce qu'il y avait des marchands qui occupaient des espaces, des marchands, des commerçants. Le palais royal devient alors un lieu de divertissement et de débauche, c'est-à-dire c'était un aimant, ça a attiré du monde. Ici, vous pouvez voir une de ces galeries de boutiques, la galerie de Valois, où se sont installés des boutiques et cafés. C'est la seule partie de la construction originale qui reste et vous pouvez la visiter, c'est ouvert au public. Voici le plan du Palais Royal aujourd'hui. Bon, là, c'était à l'époque, c'était la partie résidence. Et ici, c'est le jardin et ce sont les galeries autour du jardin où se trouvent les boutiques. Quelques photos de cet espace aujourd'hui. Vous voyez, le jardin est très, très beau. Vous avez cet espace vert là et les galeries, les boutiques autour. Voici une photo des boutiques. Ce sont des boutiques très chics et très chères. Et voilà, vous voyez, c'est un endroit public d'ailleurs, un endroit très agréable. À l'époque, c'était, comme on a dit, c'était un endroit qui attirait du monde parce qu'il y avait de la prostitution, il y avait des jeux comme à Las Vegas, hein. Il y avait beaucoup d'activités et les gens venaient. Le propriétaire, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, qui était aussi appelé Philippe Égalité, était quelqu'un de spécial. Hein, c'était le mouton noir de la famille royale. Mouton noir, c'est la même chose en anglais, c'est la personne dans la famille qui n'est pas comme les autres, qui est différente. Il était l'arrière-petit-fils de Philippe d'Orléans, qui était le fils de Gaston d'Orléans, qui était le cousin de Louis XIV et le régent de Louis XV. Tout ça pour dire qu'il faisait partie de la famille royale. Il était l'un des princes les plus riches de France au moment de la Révolution. Il était enthousiaste des idées nouvelles. Il était grand maître de la franc-maçonnerie. Et il annonce à tout le monde qu'il voudrait penser comme les républicains d'Amérique et vivre comme les membres des clubs londoniens, c'est-à-dire qu'il était révolutionnaire. Il n'était pas typique de la famille royale. Et c'est pour ça qu'il a été exilé une première fois en 1771 par Louis XV et de nouveau en 1787 par Louis XVI en raison de ses opinions anti-royalistes. Il était révolutionnaire, il a participé à la Révolution et il est élu député de Paris, qui est une sorte de représentant à la nouvelle Assemblée, la Convention, qui marque le début de la Première République. Donc, il fait partie du nouveau gouvernement. Il vote pour la mort du roi Louis XVI, son cousin.
Il est vraiment anti-royaliste. Mais le pauvre, il devient victime de la terreur lorsqu'en 1793, la Convention ordonne l'arrestation de tous les membres de la famille des Bourbons. Et comme il était Bourbon et il faisait partie de la famille royale, même s'il avait des idées tout à fait contre, comme il faisait partie de cette famille, il était arrêté, il était condamné à mort. Donc c'était ironique. D'un côté, il était révolutionnaire, le voici avec la tête du roi, mais après, il devient victime de la révolution qu'il avait encouragée. Hein. Voici sa tête. Alors, vous pouvez maintenant passer à la deuxième vidéo sur l'antipalais.